Hello la team, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va pas mal parce qu'il y a un tout nouveau petit projet dont il faut que je vous parle. En effet, la semaine dernière j'ai lancé ma chaîne de highlights et j'en suis plutôt content. Pourquoi faire ça? Eh bien tout simplement parce que quand je vous montre ces vidéos du vendredi là, je passe ma vie le nez dans les extraits de match pour trouver ce que je veux. Et le fait est que j'ai toujours du mal à trouver ce que je recherche, ça prend un temps fou. Pourtant des highlights sur YouTube il y en a, des centaines même, c'est pas un souci. Ceci dit, des highlights comme je recherche là, récents et classés par thème, ça n'existe pas, du moins pas à ma connaissance. C'est pour ça que pour les montages que je vous fais, j'organise tout bien, je fais mes propres compiles, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de les pimper un peu, et de vous les partager. En vrai, j'ai l'impression que personne ne fait ça, alors autant innover un peu. Du coup, en une semaine, je le cache pas, j'ai été actif, et je vous ai déjà publié pas mal de vidéos. Et je ne m'y attendais pas, mais en fait ça fonctionne pas mal du point de vue international, notamment aux Philippines. Je savais qu'ils étaient fans de basket, mais pas à ce point. Le souci, c'est que même si certaines vidéos obtiennent quelques vues, les gens n'ont pas le réflexe de s'abonner. Regardez les stats, c'est flagrant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai eu envie de faire appel à vous, je suis sûr qu'on peut tous y gagner. De mon côté, j'imagine que vous voyez où je veux en venir. Ce qui serait super cool de votre part, c'est de vous abonner, histoire d'apporter un max de visibilité à cette nouvelle chaîne. Ça prend une seconde, ça se fait en quelques clics, et ça m'apporterait énormément de force. Puis vous, je me dis que ça peut vous faire kiffer d'avoir des highlights made in France, comme ceux que je fais récents et bien organisés. Alors voilà, ça s'appelle L6H NBA Highlights, je vous mets une petite pastille là-haut, là je sais pas trop où elle est, et un lien dans la descro, et surtout je compte sur vous pour m'aider à tout péter la mif. Mais bref, même si c'est super important pour moi, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour entendre parler du futur MVP NBA 2025. Et oui, comme d'habitude, dimanche sur Instagram, je vous ai proposé 6 sujets, et celui qui vous a le plus motivé, c'était celui-ci. Et ça me va bien, franchement, parce qu'on a un vrai combat en ce moment au sommet. Ça aussi, je vous le rappelle, hein, si vous voulez participer la prochaine fois, c'est souvent le dimanche, et c'est sur le canal Instagram que ça se passe exclusivement. Il y a de plus en plus de votes chaque semaine, et pour ça, je vous remercie fort, je trouve ça trop bien. Alors, qui finira MVP en NBA en fin de saison, ne bougez pas, c'est exactement ce que l'on va voir ensemble aujourd'hui. Bon, vous l'avez capté, dans cette vidéo, on va parler du futur, et j'y tiens, du futur MVP NBA pour la saison en cours. Parce que ouais, si je dis futur, c'est pas par hasard. L'idée, ce n'est pas juste de parler de la course à l'heure actuelle, ni de faire une simple photo à l'instant T. Ce que je vais vous proposer ici, c'est une prédiction, en mode Nostradamus, mais en m'appuyant tout de même sur des éléments concrets. L'idée est de vous dévoiler qui, selon moi, soulèvera le trophée de Most Valuable Player à la fin de la saison, et de vous donner les meilleurs arguments possibles pour expliquer ma pensée. Ce n'est donc pas un classement des meilleurs joueurs actuels au moment où je tourne cette vidéo, et c'est important de le retenir. Il s'agit plutôt d'une analyse qui permettra de deviner l'identité du joueur qui marquera son nom dans l'histoire du MVP. Du coup, pour cette prédiction, je vais me limiter à 6 candidats, c'est le chiffre que je prends habituellement dans mes vidéos. Je sais, j'aurais pu en prendre plus, la course au MVP est toujours truffée de noms, de talents qui mériteraient qu'on les mentionne. Mais soyons clairs, pour moi, le nom du futur MVP 2025 se trouve forcément parmi les 6 noms que je vais vous donner aujourd'hui. Et c'est pour ça que cette fois-ci, je ne prendrai pas le temps de donner des mentions honorables comme je le fais parfois. Si un joueur n'est pas dans cette liste, ce n'est pas que je pense qu'il ne fait pas une bonne saison ou qu'il ne mérite pas d'être mentionné. Non, c'est juste qu'à mes yeux, à la mi-saison, il n'a plus aucune chance d'aller chercher ce trophée en avril prochain. Par contre, pour rendre les choses plus intéressantes, évidemment, les 6 noms que j'ai choisis, je vais les classer entre eux. On commencera par celui qui parmi les 6 a le moins de chance, selon moi, de décrocher le trophée de MVP, pour finir par celui qui a le plus de chance à mes yeux. Vous allez donc voir mon raisonnement évoluer au fil du classement pour déboucher et terminer par mon favori. Par contre, avant qu'on se plonge vraiment directement dans la liste, je tiens à poser les bases, c'est important. Qu'est-ce qui fait un MVP? Quels sont les critères qui selon moi pèsent le plus dans cette course? Parce qu'on le sait, cette distinction, ce n'est pas seulement une histoire de stats. Bien sûr, performer individuellement est crucial, mais ce n'est pas suffisant. Pour gagner le trophée de MVP, il faut cocher plusieurs cases, et certaines sont non négociables. D'abord, c'est essentiel, il faut rester en bonne santé. Jouer un nombre suffisant de matchs est indispensable. Si vous êtes trop longtemps blessé, désolé pour Luka Doncic cette année par exemple, ça devient quasi impossible de convaincre les votants, sachant qu'en plus de ça, pour les awards individuels, la NBA impose désormais un minimum de 65 matchs joués par saison. Il faut aussi performer de manière régulière, être constant, ça aussi c'est important. De plus, des perfs marquantes et une montée en puissance sur la deuxième moitié de la saison, là où les votes commencent à se cristalliser, sont aussi un atout non négligeable. Ouais, ce n'est pas si simple de décrocher le trophée de MVP, il faut remplir énormément de critères individuels pour prétendre à ce trophée. Surtout qu'à côté de ça, évidemment, histoire de simplifier les choses, il y a
a aussi une dimension collective. Un MVP doit impacter la victoire de son équipe. C'est à ça qu'on reconnaît les plus grands joueurs. Faire des performances individuelles marquantes, c'est bien, mais si ces perfs n'aident pas l'équipe à gagner, c'est un vrai problème. Si vous voulez être MVP, il faut que votre jeu transcende votre team, et si en plus vous êtes capable de briller des deux côtés du terrain, c'est encore mieux. Et enfin, il faut qu'on en parle, il y a un critère que je n'aime pas beaucoup, mais qui est essentiel a priori, aux yeux des votants, le storytelling. Ouais, aux États-Unis, on adore vendre des belles histoires autour de ce trophée. Que ce soit une montée en puissance spectaculaire, un retour inattendu, ou un joueur qui brise des plafonds statistiques, il faut que votre saison ait une dimension narrative forte. On l'a vu par le passé, Derrick Rose en 2011, Russell Westbrook en 2017 ou même Karl Malone en 1997 ont largement profité de ce phénomène. Ouais, tout ça pour dire que être MVP, c'est bien plus qu'avoir du simple talent brut. C'est une espèce de combinaison subtile entre talent individuel, impact collectif, timing et histoire. On va donc passer en revue mes 6 candidats principaux pour le trophée, et bien sûr j'expliquerai pourquoi je les ai classés ainsi. Que dire de plus? Rien, je pense qu'on a fait le tour, alors place à mes 6 prétendants pour le trophée de MVP 2025. Et en numéro 6, vous ne vous y attendiez sûrement pas, mais j'ai eu envie de parler de Karl Anthony Towns. Ouais, Kat réalise en ce moment probablement la meilleure saison de sa carrière. Avec des moyennes de 25 points et 14 rebonds par match tout en shootant à 43% de réussite à 3 points, un chiffre exceptionnel pour un pivot, il est tout simplement monstrueux. Puis si on regarde ses stats avancées, c'est tout aussi impressionnant. Il est 3ème en win share, 5ème en PER et 5ème en Player Impact Estimate. Allez, pour faire simple, individuellement, Kat au premier coup d'œil semble cocher toutes les cases pour pouvoir prétendre au trophée de MVP. En fait, depuis son arrivée à New York en provenance de Minnesota, l'intérieur semble avoir trouvé une nouvelle dynamique. Le storytelling est d'ailleurs parfait, un retour en force sous la houlette de Tom Thibodeau, son ancien coach avec qui les relations ont parfois été tendues chez les Wolves. Aujourd'hui, ils ont laissé leurs différents côtés et ça se voit sur le terrain. Kat est non seulement un atout offensif majeur, mais il s'est également métamorphosé en un joueur qui fait les efforts des deux côtés du terrain. Et honnêtement, quand on parle d'un pivot qui shoot mieux depuis le parking que la plupart des arrières en NBA, ça impose le respect. Ajoutons à ça qu'au niveau des rebonds, il fait partie de ceux qui dominent la ligue et que globalement, il évite les blessures et ça devient impossible de nier l'impact qu'il a à New York. C'est d'ailleurs cet aspect qui rend sa candidature encore plus sérieuse, son rôle au sein des Knicks. L'équipe est solidement ancrée dans le top 3 de la conférence Est et Towns est l'une des pièces maîtresses de cette réussite, même si certains pourraient arguer à juste titre que Jalen Brunson reste le véritable leader de cette team. De toute façon, je voulais récompenser au moins un New-Yorkais dans cette vidéo, et je ne vais pas le cacher, j'ai beaucoup hésité entre les deux joueurs. Ceci dit, et c'est pour ça que je l'ai choisi, le storytelling me semble pouvoir être en faveur du pivot, vu son arrivée récente à New York et tout ce que ça implique. C'est un vrai symbole, performer comme ça à Big Apple dès son arrivée, en plus, ça marque forcément les esprits. Puis ce qui m'a semblé intéressant d'ajouter et de noter, c'est l'impact qu'a eu son absence récente. Les quelques matchs qu'il a loupés ont coûté cher aux Knicks. Lorsqu'il est sur le terrain, New York est une équipe capable de viser très haut. Sans lui, cette team a encaissé des défaites parfois frustrantes, comme celle face à son ancienne équipe Minnesota il y a 15 jours. Et comme par hasard, depuis son retour, les Knicks semblent être à nouveau dans une bonne dynamique. Le souci avec Towns, et on le verra au fur et à mesure dans cette vidéo, c'est la concurrence avec laquelle il doit lutter. Le fait également qu'on ne sache pas vraiment qui est le réel leader entre lui et Brunson à New York peut aussi jouer en sa défaveur. Et à côté de ça, si on compare avec les autres, les Knicks n'ont pas non plus encore ce statut d'équipe ultra dominante qui pourrait favoriser sa candidature et le pousser vers le haut. L'équipe est bonne, hein, mais impossible non plus de dire qu'elle semble en mesure de dominer la ligue pour l'instant. Pour que Towns grimpe dans la hiérarchie, il faudra que les Knicks enchaînent des victoires marquantes en deuxième partie de saison, idéalement contre des grosses cylindrées. Et si dans ces matchs, Kat arrive à performer très fort, ce sera encore un plus pour lui, justement, pour le faire gagner des échelons. Globalement, je pense que c'est avant tout l'impact collectif qui fera oui ou non de lui un candidat solide à ce trophée de MVP en fin de saison. Maintenant, soyons clairs, je pense qu'à ce jour, Towns n'a que très peu de chance, voire même aucune chance de terminer MVP 2025. Je pense que c'est bien de le mettre dans la conversation, c'est bien de le récompenser, mais impossible tout de même de le considérer comme un prétendant sérieux. En gros, oui, il réalise une saison exceptionnelle, c'est certain. Cependant, pour passer un cap, il devra continuer sur cette lancée, élever son niveau dans les moments décisifs, éviter les blessures et surtout emmener les Knicks vers de nouveaux sommets. C'est faisable, mais ça fait beaucoup de conditions à remplir. Et malheureusement, ce ne sera pas facile pour lui de cocher toutes ces cases dans une course au MVP aussi relevée que ce qu'elle l'est cette année. À la place numéro 5 maintenant, j'aimerais parler de Donovan Mitchell, même si je suis bien conscient qu'il n'apparaît que très peu souvent dans les projections des insiders. Je suis d'ailleurs d'accord sur le fait qu'il ne remplit peut-être pas toutes les cases, mais je trouvais assez essentiel de le mettre en valeur aujourd'hui, et je vais expliquer pourquoi. Spida, cette saison, c'est un joueur au sommet de son art, qui non seulement performe individuellement, mais qui est aussi un leader essentiel dans le succès collectif des Cavaliers. Tourné à plus de 23 points, 4 rebonds et 4 passes par match, c'est loin d'être exceptionnel certes, mais ça reste propre, surtout en shootant à 45% au global et à 40% à 3 points. Point de vue chiffres, c'est sûr
que c'est moins bien que la plupart de ses concurrents, ça j'en suis conscient, mais je suis pas sûr que ce soit là-dedans que vraiment réside sa réelle valeur. Sa capacité à être un rouage essentiel du système collectif de Kenny Atkinson tout en occupant une place d'option 1 en attaque est remarquable. Cleveland est actuellement en tête de l'Est en termes de victoire, et difficile de dire le contraire, le bilan est étroitement lié à l'impact de Mitchell. En fait, on a beau dire, mine de rien, je trouve que l'arrière coche pas mal de cases parmi les critères essentiels. D'abord, il est resté en bonne santé, et a joué suffisamment de matchs pour permettre aux Cavs de rester au sommet. Ok, Cleveland, c'est une équipe qui gagne avant tout grâce à son collectif, mais Mitchell reste le joueur autour duquel tout tourne, notamment dans les moments chauds. Son leadership, même en se mettant parfois en retrait pour permettre à des gars comme Darius Garland et Evan Mobley de briller, prouve son intelligence de jeu et son altruisme. Autant il m'est arrivé de le trouver trop individualiste en début de carrière, autant aujourd'hui, au vu de ce que je vois, j'ai eu tendance à mettre pas mal d'eau dans mon vin. Et puis, il a été aussi auteur de performances marquantes, et ça aussi j'y tiens. Que ce soit ses 35 points dans la grosse victoire face aux Celtics début décembre, ou ses nombreux coups d'éclat en fin de match, Mitchell est ce genre de joueur qui peut faire basculer une rencontre à lui tout seul, et même défensivement, même si ce n'est pas son point fort, Spida fait les efforts et joue avec une intensité contagieuse pour ses coéquipiers. Puis n'oublions pas le storytelling non plus, que je trouve très intéressant pour lui cette saison en particulier. Être le leader de la meilleure équipe de sa conférence dans une ville comme Cleveland, ça compte. Après de longues années où les Cavaliers n'étaient associés qu'à LeBron, même après son départ, Mitchell est en train d'écrire sa propre histoire et de redonner un souffle nouveau à la franchise. Clairement, les journalistes ont de quoi écrire de belles lignes avec un tel narratif. Non, son plus gros frein c'est ses stats, clairement, car elles sont en dessous de celles de ses principaux concurrents. Pourtant, j'apprécie qu'il ait su déléguer à ses coéquipiers pour que son équipe gagne et qu'il reste efficace. Ça lui a fait gagner beaucoup de valeur à mes yeux. Paradoxalement, ça joue quand même contre lui dans cette course où les chiffres demeurent primordiaux et attirent bien souvent l'attention des votants. Et puis je ne vais pas non plus me voiler la face et aller totalement dans son sens, il faut le dire, il n'est pas le joueur le plus régulier du monde. En décembre, quelques matchs à moins de 20 points et certaines pannes d'adresse vont contre lui. Alors en janvier, il a essayé de se reprendre en main en prenant davantage le jeu à son compte, mais le souci c'est que dernièrement, avec une telle attitude, les Cavs ont connu plusieurs défaites inquiétantes et ça fait tâche. Je préfère définitivement le Spida qui joue pour l'équipe au Spida qui joue pour lui. J'apprécie cependant qu'il en soit conscient et que dernièrement, en conférence de presse, il ait plusieurs fois annoncé qu'il était capable de se remettre en question à ce propos. C'est ainsi que pour se donner un max de chance de remonter dans la course au MVP, Donovan Mitchell devra impérativement hausser son niveau sur la deuxième moitié de la saison. Cela passe par retrouver son efficacité au cercle, maintenir un haut niveau de scoring, tout en permettant à sa team de rester au sommet. Il devra aussi multiplier les moments marquants, ces matchs où il prend feu et porte l'équipe sur ses épaules. Les votants adorent ce genre d'histoire, et c'est ce genre d'aspect là justement qui lui manque probablement pour gravir les échelons dans cette course. Alors si Cleveland arrive à conserver le meilleur bilan de sa conférence, je pense que Spida peut avoir une chance de finir MVP, mais elle est minime. Être dans le top 5, c'est déjà une belle reconnaissance pour sa saison, je pense, mais sans une explosion individuelle et un écart collectif significatif avec les autres prétendants, il sera compliqué pour lui de s'imposer. Ce que je retiens en tout cas, c'est qu'il reste un acteur clé dans une équipe qui maintenant vise le titre, et elle est là peut-être la principale récompense pour lui cette année. Rien que ça, même sans le trophée de MVP à la fin, ça peut rendre sa campagne 2024-2025 assez mémorable. En place numéro 4 maintenant, je vais parler de la situation de Jason Tatum. Si on parle stats déjà, aucun souci pour lui. Plus de 27 points, 9 rebonds et 5 passes, c'est le genre de chiffre que l'on attend de la part d'un MVP. Ajoutez à ça une défense élite, de la polyvalence et une régularité hallucinante, et ça nous fait un vrai client. L'ailier est dans le top 10 de quasi toutes les stats avancées, et on parle d'un gars qui joue pour les Celtics, une des meilleures équipes de la ligue. Et puis on peut dire ce qu'on veut sur Tatum, sans lui, Boston, ce ne serait pas du tout la même équipe. Ils ont un collectif ultra solide, c'est vrai, et c'est pour ça qu'ils sont champions en titre, mais c'est lui le pilier. C'est le gars qui fait le sale boulot en défense, qui domine au rebond, qui crée pour ses coéquipiers. Il est partout. Quand il est sur le terrain, Boston joue comme une équipe championne. Quand il n'est pas là, les 6 deviennent une équipe quasiment banale. Et le truc, c'est qu'à un degré différent, il souffre un petit peu du même syndrome que Donovan Mitchell. Il joue dans une équipe où le collectif est mis avant les individualités, et pour ces raisons, il arrive qu'on l'oublie un petit peu dans la course à ce trophée. De plus, même si ses stats sont énormes, elles ne sont pas à la hauteur de celles de certains de ses concurrents qui sont encore plus énormes. Sachant qu'en plus de ça, en termes de storytelling, je ne trouve pas de récit aussi vibrant que pour certains, sans forcément avoir de performances signatures marquantes cette saison, pas mal de choses peuvent aussi jouer en sa défaveur. S'il veut vraiment grimper dans les votes, il devra davantage marquer les esprits globalement, y a pas le choix. Boston a un calendrier chargé dans les prochaines semaines, avec de gros matchs prévus, c'est l'occasion rêvée pour Tatum de briller et de se mettre en avant. Imaginez-le enchaîner des perfs à 40 points ou même des triples-doubles tout en obtenant les victoires face à ses concurrents principaux, et là, on pourra vraiment reparler de son cas sérieusement. Il doit réellement réussir à capitaliser sur la deuxième moitié de sa saison, je me dis que c'est sa seule chance. On
sait que les votants ont la mémoire courte, une grosse fin d'exercice peut complètement changer la donne, alors si Tatum élève encore son niveau de jeu et que Boston profite du coup de mou de Cleveland pour finir en tête de l'Est, son dossier deviendra beaucoup plus solide. Vraiment, je pense qu'actuellement, ce qui joue le plus contre lui, c'est le contexte et le storytelling. Ce mec, c'est la régularité incarnée, et ça c'est assez sous-coté. Les votants préfèrent souvent un joueur qui fait des exploits à 50 ou 60 points de façon temporaire, plutôt qu'un autre qui en met 25 ou 30 tous les soirs. C'est le jeu. Cependant, si Tatum finit une nouvelle fois champion avec un autre trophée de MVP des finales, il oubliera vite le fait d'avoir été oublié dans ce débat. À 26 ans, MVP ou pas, il a déjà un CV long comme le bras, et pour lui, comme pour tous les Celtics, encore une fois, les accomplissements collectifs passent bien avant les awards individuels. Et franchement, c'est tant mieux, ça correspond davantage à ma vision de la NBA, et puis de toute façon, ça ne l'empêche pas d'être d'ores et déjà l'un des visages de la NBA actuelle. Donc en gros, pour Tatum, ouais, ça va être dur, va falloir faire une deuxième partie de saison épique, mais peu importe, je pense que son objectif n'est pas là, ce n'est pas le MVP. On passe maintenant au podium, et à la place numéro 3 que j'offre à Giannis Antetokounmpo. Alors on est tous d'accord, Giannis c'est un monstre, on le sait tous depuis un moment, ce n'est pas par hasard qu'on le surnomme le Greek Freak. Déjà parlons chiffres, le grec tourne à 31 points, 12 rebonds et 6 passes par match, tout en shootant à 60% de réussite. Ouais, vous avez bien entendu, 60%, et pourtant on ne parle pas d'un pivot qui ne fait que dunker, même s'il s'approche un peu de ce rôle. Cette saison, son jeu s'est diversifié, avec un mid-range qui devient vraiment fiable, et merci pour ça, il a arrêté de forcer les tirs à 3 points. Résultat, aujourd'hui, il est quasiment devenu inarrêtable offensivement. Et puis n'oublions pas ça, il est également un freak de l'autre côté du terrain. Défensivement, c'est un mur et quand il se positionne dans la peinture, il transforme la raquette des Bucks en bunker. Ce n'est pas par hasard si du point de vue des stats avancées, Giannis squatte le haut du classement d'énormément de catégories. Même ses pires détracteurs ne peuvent pas nier son impact sur le jeu. Pourtant, le début de saison de Milwaukee, on s'en rappelle, était plus que catastrophique. On parlait même potentiellement d'un transfert. Seulement 2 victoires sur les 10 premiers matchs, ça annonçait la galère. Sauf que Antetokounmpo, fidèle à lui-même, n'a rien lâché. Il a porté cette équipe sur ses épaules pour les ramener dans la course. C'est comme ça que lui et ses potes ont remporté la NBA Cup, avec un freak en mode super-héros, notamment en finale. Clairement, c'est grâce à lui avant tout que Milwaukee a réussi à relever la tête pour se retrouver aujourd'hui à nouveau dans le top 4 de la conférence Est. En fait, pour faire simple, Antetokounmpo à Milwaukee, c'est le pompier de service. À chaque incendie, il arrive pour l'éteindre. Le match contre Indiana du 31 décembre en est l'exemple parfait. Alors que ses Bucks étaient menés 19 points dans le troisième quart, Giannis a littéralement activé le mode MVP, avec une domination totale en attaque comme en défense. Résultat, une victoire finale par un écart de +8. Ce genre de performance, je pense, donne beaucoup de poids pour son dossier de MVP. Ceci dit, s'il n'apparaît qu'à la 3ème place aujourd'hui, c'est que lui aussi, le concernant, je peux exprimer quand même quelques doutes. Bien sûr, le fait que jusque-là, les Bucks présentent un bilan assez léger a du poids, mais ça ne fait pas tout. De façon surprenante, le net rating de Milwaukee est meilleur quand Giannis est sur le banc que quand il est sur le terrain. Ok, les chiffres ne peuvent pas tout expliquer, et c'est peut-être dû à un glitch statistique. Néanmoins, ça peut également souligner que le grec fait trop tout seul, parfois au détriment de son équipe. De plus, et vous avez compris que j'y tiens, ça, aujourd'hui, pour essayer de correspondre à la volonté des votants, le storytelling ne va pas forcément dans son sens. C'est bête, mais c'est réel. Autour de lui, depuis ses 2 trophées de MVP en 2019 et en 2020, il existe une certaine lassitude. Giannis est tellement dominant depuis des années que beaucoup ont pris ça pour acquis, en mode « Ah, encore une perf à 30 points et 12 rebonds, bah ouais, normal, c'est Giannis ». C'est un peu comme si ça faisait longtemps qu'il stagnait au sommet, et même si c'est énorme de faire ça, ça ne va pas forcément dans son sens. Alors que peut-il faire maintenant pour essayer de dépasser ça et décrocher un 3ème trophée de MVP en carrière? C'est simple, finir la saison en trombe lui aussi. Une grosse série de wins des Bucks et une remontada au classement avec un Antetokounmpo en mode intouchable pourrait potentiellement renverser la tendance. Si avec ça il nous refait des performances héroïques à des moments importants comme celle qu'il a faites en demi-finale et en finale de la NBA Cup, ça deviendra difficile ensuite d'ignorer son impact. On parle beaucoup de son triple-double en finale, mais tout le monde se rappelle aussi de sa grosse fin de match en demi-finale face aux Hawks, notamment dans le Money Time. C'est clairement ce genre d'exploit qui reste dans les mémoires et qui peuvent nourrir son storytelling. Alors si on le fait le bilan, oui, en termes de bilan collectif et de storytelling, Antetokounmpo a aujourd'hui un certain retard par rapport à ses principaux concurrents. Cependant, dominant comme il l'est encore une fois cette saison, je pense qu'il est important de le considérer sérieusement dans la course au MVP. S'il arrive à pousser les Bucks jusqu'à un bilan de 50-55 wins d'ici la fin de la saison, il pourrait même tenter d'aller titiller les 2 cracks qui se situent devant lui et dont on va parler juste après. Parce que ouais, soyons honnêtes, avec une concurrence un peu moindre, le grec aurait absolument tout pour finir MVP cette saison. Et du coup, un des 2 cracks dont je vous ai parlé juste avant et qui arrive en place numéro 2 aujourd'hui, c'est Nikola Jokic. Encore et toujours, année après année, on parle du Serbe comme une véritable machine à performance. Cette saison, il a pris l'habitude de livrer des exploits incroyables quasiment tous les soirs en trouvant toujours plus de ressources et de créativité. Les actions phénoménales en termes de QI basket deviennent presque banales pour lui, et c'est sûrement ça le plus hallucinant. Et évidemment, il n'est pas seulement un joueur qui brille sur le plan individuel, il est aussi un facteur clé, ou plutôt le facteur clé des résultats de son équipe. Les Nuggets, portés
par sa magie son retour en pleine forme après un début de saison poussif. Revenu dans le top 4 de la conférence Ouest grâce à Jokic, il semble aujourd'hui en mesure d'imaginer un gros parcours de play-off, et pourquoi pas en mesure d'espérer le titre 2 ans après le précédent. S'ils poursuivent leur remontée fantastique et finissent dans le top 2 à l'Ouest par exemple, il sera sûrement difficile de ne pas donner son 4e trophée de MVP en carrière au Joker. Parce que ouais, même si ça ne fait pas tout dans le débat de MVP, je n'ai pas peur de le dire. Actuellement, Nikola Jokic est tout simplement le joueur le plus dominant de toute la NBA. Ses chiffres sont fous, 30 points, 13 rebonds et 10 passes de moyenne. Si ce ne sont pas des stats de MVP, ça je sais pas ce que c'est, et son efficacité elle est juste énorme, avec des pourcentages qui frôlent le surnaturel, 57% au global et 48% à 3 points. Vous y croyez vous? En NBA, personne ne peut se vanter d'être aussi complet, d'être aussi efficace. Et sa domination de toute la NBA du point de vue des stats avancées est également là pour le prouver. Quand tu combines ses exploits offensifs avec sa domination sur le jeu, tu te dis qu'il y a quand même beaucoup de chances que ce soit lui qui remporte son 4e trophée de MVP en 5 ans. L'un des arguments les plus solides en sa faveur est l'impact qu'il a sur son équipe. Les Nuggets sont vraiment à la peine sans lui. Quand Jokic est sur le terrain, Denver domine. Quand il n'est pas là, c'est tout l'inverse. Le différentiel de points en son absence en est une illustration parfaite. Cela montre qu'il n'est pas simplement un stat padder, mais un véritable franchise player, un joueur qui rend ses coéquipiers meilleurs. En fait, j'ai l'impression juste que ce qui pourrait lui faire perdre sa 4e distinction, principalement, c'est la fatigue des votants. On peut comprendre que beaucoup de gens soient un peu lassés de voir Jokic collectionner les MVP, vu comment il a trusté le sommet du classement de ce trophée ces dernières saisons. Ceux qui ne veulent plus de lui ont d'ailleurs un argument tout trouvé, sa défense. Ce n'est pas qu'il soit mauvais de ce côté-là du terrain, loin de là, mais il y a tout de même des moments où ses failles sont visibles. Parfois, il semble trop lourd ou pas assez vif pour venir en aide. Son temps de réaction n'est pas dément non plus, et il arrive que ça fasse jaser. Il faut bien lui trouver des défauts de toute façon. Ces petites erreurs, bien qu'elles ne soient pas suffisantes pour faire de l'ombre à sa saison remarquable, selon moi, pourraient potentiellement influencer les votants qui veulent du changement. Et à côté de ça, encore et toujours, on ne peut pas y couper, il y aura la place des Nuggets en fin de saison. S'ils ne parviennent pas à combler leur retard sur les cadors actuels de cette conférence Ouest ultra compétitive, Jokic et son potentiel 4e trophée de MVP pourraient en souffrir. Il est impératif pour les hommes de Mike Malone de maintenir un bilan super solide pour que la production hallucinante de leur superstar puisse être mise en valeur comme elle le mérite. Et ouais, c'est bizarre, vu comment en parallèle il domine, mais à Denver, des fois, le Joker paraît un petit peu esselé, et ça pourrait le desservir. Bien sûr, on pourrait dire que esselé comme il l'est, c'est encore plus fort de permettre à sa team d'être 4e de sa conférence. Ceux qui sont pour lui, ou qui veulent voter pour lui, s'appuieront sur cet argument. Au contraire, ceux qui sont contre lui diront que c'est justement parce qu'il est esselé qu'il a des si grosses stats, et que si ça ne permet pas à son équipe de dominer, ça ne sert à rien. Ça peut donc aller dans les deux sens, les deux revers de la médaille. Mais stop, ce que je veux retenir, moi, malgré tout ça, c'est que Nikola Jokic est probablement en train de réaliser la meilleure saison de sa carrière. Il domine la ligue, il n'y a aucun doute là-dessus, et pour moi, il est tout simplement le meilleur joueur en NBA. Ceci dit, pour être MVP, ça ne suffit pas toujours, vu la quantité de critères qu'il y a à remplir. En termes de storytelling et de résultats collectifs, un autre joueur semble pouvoir mieux se placer que le Serbe d'ici la fin de saison, et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, il n'apparaît qu'à la 2e place de mon ranking. Ceci dit, si Denver réalise une 2e partie de saison dantesque, la 1re place pourrait très rapidement lui tendre les bras. Et donc le joueur sur lequel je suis le plus prêt à mettre toutes mes billes pour un trophée de MVP d'ici la fin de la saison, c'est Shai Gilgeous-Alexander. Ouais, le Canadien cette année évolue à un niveau incroyable. Il est LE gars qui porte le Thunder des deux côtés du terrain, et surtout, pour moi, il est le joueur qui a priori correspond le plus au costume de MVP comme je l'imagine, celui qui répond le plus aux critères. Parce que ouais, si on les regarde bien, ces critères que j'ai listés en début de vidéo, Shai semble tous les remplir à la perfection ou pas loin. Déjà parlons chiffres, Shai en termes de scoring domine la NBA en tournant à 32 points par match, et il fait ça avec une efficacité remarquable. 53% au tir en prenant plus de 5 tirs à 3 points par match et en shootant à plus de 88% au lancer franc, c'est ultra fort. En fait, c'est simple, il est sur le point de devenir seulement le 2e joueur de l'histoire après Michael Jordan à combiner 30 points, 6 passes, 5 rebonds, 2 interceptions et 1 contre par match tout en shootant à plus de 50%. Ce genre de stats, même si on peut faire dire exactement ce qu'on veut aux chiffres, ça n'a tout de même pas été vu depuis plusieurs décennies, et il faut le prendre en compte. Et ce n'est pas juste du volume, ce qui m'intéresse le plus, c'est comment il marque ses points, la manière qu'il a de le faire. Son jeu à mi-distance est peut-être le meilleur de la ligue aujourd'hui, il est insaisissable, slalom entre les défenseurs, et quand il ne finit pas au panier, il punit les défenses avec un mid-range que les défenses préfèrent laisser. Sauf qu'il l'aimait. Ajoutez à ça son aptitude à provoquer des fautes constamment, il domine la NBA en termes de lancers francs marqués, et on a un joueur offensif quasiment inarrêtable. Et à côté de ça, ce qui distingue vraiment SGA de Nikola Jokic, c'est sa défense. Là où certaines stars dénigrent cet aspect pour mieux s'économiser pour l'attaque, Shai est partout. Il est l'un des meilleurs contreurs parmi les arrières, mais aussi l'un des meilleurs intercepteurs de la ligue. Il
Il lit parfaitement les passes, traverse les écrans comme s'il n'existait pas, et surtout il n'a peur de personne s'il y a besoin d'aller contester des tirs dans la raquette. OKC est juste la meilleure défense de la NBA cette saison, et SGA a une vraie responsabilité là-dedans. Quand il est sur le terrain, son équipe en moyenne domine ses adversaires avec un différentiel de 19 points sur 100 possessions. Quand il n'est pas là, OKC redevient une équipe bien plus banale. Ce n'est pas une coïncidence, Shai est juste le moteur de cette team des Thunder, en attaque comme en défense. Et ensuite, il y a l'histoire, le narratif, le storytelling, comme vous voulez, qui est si important pour les votants. À ce rythme, le Thunder devrait largement terminer au-dessus des 60 wins, tout ça avec un Chet Holmgren blessé la majorité du début de la saison. Avec SGA à la baguette, cette équipe est une machine de guerre, capable de battre des records de victoires. Ce genre d'apport, cette espèce de transformation collective, c'est exactement ce que les votants recherchent chez un MVP. Surtout que les moments marquants, les grosses perfs, il les a aussi. Il n'a pas à rougir de ça. Ses 54 points récemment contre Utah sont un exemple parfait de la nomination qu'il impose cette saison. Avec lui, tout paraît simple, et même si c'est vrai qu'il n'est pas le joueur le plus flashy du monde, je m'en fous, son efficacité impose le plus grand des respects. Pour moi, le plus gros frein qui peut exister entre lui et son futur trophée de MVP, c'est juste Nikola Jokic. Si le Serbe permet à Denver de terminer sa saison en trombe, il finira peut-être devant. Sans ça, j'ai l'impression que cet award tend vraiment les bras aux Canadiens. À mon sens, l'arrière a beau être moins dominant individuellement que le Joker, peu importe, je le répète, on n'élit pas le meilleur joueur. Le MVP, c'est encore différent, même si évidemment ça rentre en compte. Et pour moi, si l'on reprend les critères de ce trophée, c'est bien SGA qui a le plus de chances pour les cocher d'ici la fin de saison. En tout cas, c'est lui qui a le plus d'avance, clairement. Et franchement, vu comment OKC est parti, et vu ce que le retour de Chet Holmgren prévu en février pourrait apporter, je me dis que ça devrait durer. Vous en pensez quoi, vous? Vous êtes d'accord avec moi? Donnez-moi tout de suite votre top 3 dans les commentaires et vos prédictions pour le MVP 2025, histoire de voir si on se rejoint. Let's go la team, je compte sur vous, faites-moi péter cette section quand même.